Bonjour, on se retrouve encore dans notre série Python pour le sport et on va attaquer notre dernière thématique qui est la visualisation. Donc avant d'attaquer ce chapitre sur la visualisation, on peut voir souvent comme la fin de la chaîne est la chose la plus importante, mais en réalité le plus important c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent avec Pandas. Ce qui compte, ça va être d'être vraiment familier avec vos datasets, donc de comprendre d'où viennent vos données, comment elles sont, quel format, quel type, pour quelle utilité, d'identifier éventuellement des erreurs, pourquoi elles apparaissent, les valeurs aberrantes, pourquoi elles sont là, est-ce qu'elles sont réellement aberrantes ou est-ce qu'elles vont avoir une information. Et on va voir à travers ce chapitre donc sur la visualisation, que la visualisation c'est un domaine vraiment qui demande également une certaine expertise et qu'il n'y a pas de vérité. Vous pouvez essayer de faire le plus beau graphe, certaines fois un graphe ne donnera pas d'information. En fonction de à qui vous allez communiquer ces visualisations. Par exemple, un coach ne va pas s'attendre à un dashboard qui va ressembler à la bourse. Lui, il va vouloir quelque chose de très précis, de net et concis, qui lui donne l'information en quelques secondes, à la différence d'un responsable au-dessus de vous. Lui, par contre, qui va peut-être s'intéresser à quelque chose de plus complet, qui peut s'apparenter à des dashboards ou à des tableaux de bord de la bourse. Et donc, pour cette thématique de visualisation, on va explorer 3 librairies. La première librairie, donc vous le voyez à l'écran, ça va être Matplotlib. Je vous ai directement envoyé vers la documentation. Donc elle est un peu construite comme les précédentes librairies qu'on a vues. Vous allez avoir des API, des tutoriels qui vont permettre d'apprendre et d'explorer la librairie. Et dans le cas d'une librairie sur la visualisation ici comme Matplotlib, il y a beaucoup d'exemples. Si je vais ici sur PlotType par exemple, on peut voir un peu tous les types de graphiques qu'on va pouvoir réaliser avec Matplotlib. Et donc ces types de graphes, on va les voir dans ce tutoriel. Si vous vous rendez ici à exemple, vous voyez que vous avez tout un tas d'exemples avec le code derrière pour vous en inspirer et explorer également tous les possibles. Nous voici dans notre notebook. Comme pour toute nouvelle librairie, vous connaissez la danse, il va falloir installer cette librairie. Donc je vous rappelle, vous faites un point d'exclamation, vous écrivez pip install et ici juste matplotlib. Vous exécutez, vous attendez que ça finalise et vous serez bon pour partir. Commençons par importer les librairies qu'on va utiliser. Évidemment, matplotlib. Alors matplotlib, il a plusieurs modules ou classes. Et ici, pour la réalisation de graphiques, on va aller s'intéresser à pyplot. Et comme on l'a vu, il va avoir un alias qui s'appelle plt. Enfin, on va importer les librairies qu'on a vues dans les précédents chapitres, pandas et numpy. Alors importons les données qu'on va utiliser ici pour la visualisation. Donc ici dans mon folder à gauche, vous voyez que j'ai un fichier CSV DataVis, donc je vais aller le récupérer. Je vous montre à quoi il ressemble. Donc ici, ce dataset, c'est des données subjectives récupérées par formulaire. Donc on a une date de séance, un nom de sportif que j'ai rendu anonyme, et finalement on a plusieurs indicateurs et inducteurs, donc de durée et différents marqueurs subjectifs auxquels les sportifs ont répondu. Alors je le sais, ici la date est reconnue comme un objet, donc on va la convertir ici. Pour rappel en live avec Pandas, comment transformer au bon format. On utilisait toDateTime et on repassait notre colonne à modifier. Ici, je vais avoir énormément de saisie. Je vous montre. On est à 5000 et quelques lignes, presque 6000. Et pour simplifier ça, on va exclusivement prendre les 50 premières saisies pour chaque sportif. Donc pour cela, je vais réattribuer à data avec un groupe by par donc nom de sportif. Et ici, je ne vais pas passer de colonne, mais je vais directement passer une agrégation entre guillemets. Je vais dire head. Donc pour rappel, head permet de sélectionner par défaut les 5 premières lignes du dataset. Et moi, je vais lui passer 50. Ce qui signifie qu'ici, il va exécuter un groupe by par sportif, et pour chaque sportif, il va garder les 50 premières entrées. Maintenant, sur ce dataset et sur chaque marqueur, on va faire quelques calculs, comme on l'avait vu avec Panda. Tout d'abord, je vais m'assurer que mon dataset est bien trié par date, puis par sportif. Ensuite, je vais vouloir effectuer des calculs pour calculer une tendance et un seuil sur chaque marqueur. Donc ici, vous voyez, j'en ai quelques-uns. Donc je ne vais pas écrire une liste à la main, mais je vais plutôt aller les chercher à l'aide de data columns. Ici, elles vont toutes m'intéresser, sauf les deux premières. Donc, je peux faire de l'indexing, passant 2, puis bien, et ici, j'ai bien tous les marqueurs que je veux. Donc, dans ma boucle, pour chaque marqueur dans cette liste, on va aller faire le calcul de la tendance. Donc, on reprend le nom du marqueur et on va lui mettre une extension TDC pour tendance. Ici, il faut que la tendance soit calculée sur chaque sportif. Donc, je fais un groupe by, sportif, j'appelle donc ma colonne, et comme vu dans le précédent chapitre, on fait un transform
j'appelle lambda, et ma fonction va être une médiane mobile exponentielle. Donc, je vais faire un premier rolling sur 7 jours, je vais calculer la médiane par le quantile, et j'applique mon mobile exponentiel sur 7 jours. Et finalement, on va avoir un seuil. Je reprends toujours le nom de mon marqueur et l'extension va être médiane. Ce seuil va être la médiane. Et donc pour celui-ci, on fait toujours un groupe by par sportif. On appelle toujours notre marqueur et cette fois-ci, je vais passer l'agrégation de médiane. Et finalement, on va se prendre juste un seul sportif pour réaliser nos graphiques. Donc, je vais l'appeler S10 car on va aller chercher le sportif 10. Je fais une copie. J'ai donc bien une sub-dataset avec les données de mon sportif 10. On va voir qu'avec Matplotlib, il y a plusieurs approches. Ici, on va voir l'approche simple basique. Et donc, dans cette approche simple basique, on va voir qu'on peut visualiser de deux manières. Une de façon express et une, on va aller plus dans le détail. Donc, on va aller voir la visualisation express. Et ici, j'ai nommé mauvais index. Je vous explique. Ici, je vais faire visualisation graphique par défaut. Je vais appeler PLT. Et la première fonction la plus simple, c'est plot. C'est un peu ce qu'on avait vu, qu'on pouvait faire avec Pandas à la fin du cours du dernier chapitre. Et ici, premier argument, c'est ce que je vais placer en abscisse ou en X de mon graphique. Donc ici, par exemple, je vais aller chercher les index. Et le deuxième argument, ça va être ce que je vais placer en Y ou en ordonnée. Donc ici, je vais aller m'intéresser à la fatigue. Donc voilà, j'ai mon graphe en ligne par défaut. Vous voyez qu'ici, mon index prend des valeurs entre 0 et 1200. Alors qu'en début, on a fait un groupe by pour avoir 50 entrées maximum pour chaque sportif. Alors cette petite chose, ça va être plus visible si je fais un graphe en barre. Donc j'appelle PLT, j'appelle barre, et je vais lui passer les mêmes arguments. Ici, vous voyez bien que j'ai des barres extrêmement espacées et j'ai toujours un axe des abscisses avec des valeurs qui vont entre 0 et 1200. Maintenant, on va voir comment corriger le tir et on va appeler ça les bons index. Qu'est-ce que ça signifie les bons index? Ça signifie que quand j'ai pris mon subset de mon dataset, j'aurais dû reset les index, d'où l'importance de bien reset les index. Voilà, ici j'ai reset les index de mon subset de sportif 10, et donc reprenons nos graphiques cette fois-ci avec les bons index. Ici en réalité sur la ligne, on voit pas tellement la différence, ça se différencie bien ici, sur les abscisses, où on voit que ça va de 0 à 50. Et cette fois-ci, si je reprends le graphique en barre, là, cette fois-ci, j'ai mes 50 barres pour mes 50 entrées qui ne sont pas espacées par des énormes trous. À présent, explorons plus de graphiques. On va s'intéresser à des graphiques de distribution. Donc la distribution avec un histogramme pour commencer. Toujours avec PLT, j'appelle histogramme. Et là, je vais lui passer une seule information sur mon dataset, c'est-à-dire la colonne que je veux. Donc ici, on va toujours reprendre la fatigue. Et qu'est-ce que ce graphe nous retourne? Eh bien, en abscisse, vous voyez qu'on a des valeurs qui vont entre 0 et 10, qui sont toutes les saisies possibles sur le marqueur de fatigue. Et ici, on a un compte, donc qui va nous retourner en quelque sorte la densité de saisies. Ici, ça signifie que j'ai eu plus de saisies inférieures à 2, j'ai eu quelques saisies ici inférieures à 10, et finalement très peu entre 8 et 9. Et cette distribution, elle va renvoyer à la notion de distribution normale dont j'ai parlé dans un des chapitres. Et une distribution normale, en fait, ici, on aurait un graphe avec une barre haute au milieu, et si on traçait une courbe qui passait par les extrémités de chacune de ces barres, on aurait une cloche, ici, comme ceci. Deuxième graphe de distribution, passons au boxplot ou la boîte à moustache en français. Donc ici, toujours avec PLT, je vais appeler boxplot, et l'argument ou l'information que je passe, c'est toujours la colonne sur laquelle je veux observer la distribution.
J'ai donc bien ma boîte à moustaches, et cette fois-ci, les saisies entre 0 et 10 se retrouvent en ordonnée ici sur l'axe Y. Et donc pour détailler rapidement une boîte à moustaches, le trait orange, c'est ma médiane. Tout ce qui va être les petits points ou les bulles sont considérés comme des outliers ou les valeurs aberrantes. Attention, ça ne signifie pas qu'il faut les supprimer. Passons à la relation. Donc ici, on voudrait placer en abscisse et en ordonnée deux variables pour voir un peu le nuage de points et possiblement la relation qu'il y a entre ces deux marqueurs. Donc je vais appeler scatter pour point, et donc mes deux arguments vont être x et y. Donc je veux toujours voir ma fatigue, et en y, je vais vouloir voir la relation qu'il y a avec les intensités max. Et donc ici, dans ce nuage de points, on peut imaginer une droite de régression qui nous permettrait d'établir une certaine relation, voire corrélation. Et finalement, ces quelques graphiques qu'on a vus, on peut les combiner. Par exemple, je voudrais afficher d'une part la fatigue, comme on l'a vu, et donc tous ces points dans le temps de la fatigue, je voudrais également les comparer avec ceux de l'intensité max. Donc pour cela, vous rappelez en dessous toujours un plot avec les mêmes valeurs d'abscisse, donc de x, et cette fois-ci en y, vous passez simplement le deuxième marqueur que vous voulez, donc ici intensité max. Donc ici j'ai bien mes deux courbes avec mes deux marqueurs, mais bon, c'est pas très lisible ici avec les lignes. Donc on pourrait légèrement l'améliorer. Je vais reprendre ici. Et le premier, plutôt que d'avoir une ligne, mettons-le en barre. Vous voyez ici j'ai déjà quelque chose d'un peu plus lisible. J'ai en barre mes valeurs de fatigue et en courbe ou en ligne mes valeurs d'intensité max. Cependant, vous voyez que par défaut, Matplotlib met tout en bleu, donc ça reste toujours un peu moins lisible. Eh bien, il y a un argument dans ces fonctions bar, plot ou autre qui est color. Et on va lui donner une valeur texte de red. Donc ici, mon graphe est déjà un peu plus lisible. Alors vous voyez qu'ici, color, j'ai donné une valeur textuelle. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir passer les codes couleurs X, donc qui commencent par un hashtag et qui en général ont, il me semble, 6 caractères qui sont des chiffres ou des lettres. Alors maintenant qu'on a vu comment visualiser rapidement nos données, on va rester sur cette méthode de simple et basique, mais on va lui apporter quelques améliorations, car quand vous regardez là, finalement, vous avez un graphe, mais vous ne savez pas trop ce que ça représente. On a des numéros en abscisse et en ordonnée, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça mériterait bien un label, savoir ce qu'il y a en X et ce qu'il y a en Y, et éventuellement aussi un titre de graphe, pour savoir qu'est-ce qu'on représente. Et vous voyez aussi ici qu'on a cette petite information, qui vient nous résumer quel type d'objet Matplotlib on a réalisé, et vous voyez que selon les graphes, si je remonte jusqu'à Boxplot, on a quelque chose qui a quand même une place assez conséquente. Donc, pour comprendre ces améliorations, il faut comprendre le cycle de création d'un graphe avec Matplotlib. Donc nous, jusque-là, on a vu qu'on pouvait représenter à peu près tout ce qu'on veut en partant de là. Et bien ce bout de code, il va se retrouver entre deux lignes qui vont être PLT figure, qui permet en soi d'initialiser la figure. Vous voyez ça comme une feuille blanche, on initialise, on sort la feuille blanche. Plot, on va dessiner sur la feuille blanche ce qu'on veut. Et finalement, pour la faire apparaître, on appelle la fonction show. En réalité, PLT show va surtout cacher les informations que j'ai montrées juste avant. Donc, vous voyez, ici, je me retrouve avec une feuille blanche sans dessin, et vous voyez que l'information d'objet Matplotlib n'apparaît pas. Donc maintenant, pour voir les améliorations, on va reprendre la dernière représentation qu'on s'est faite, donc ici, où finalement on suivait la fatigue et l'intensité maximale, mais on va rester focus sur la fatigue. Alors, comme je l'ai montré, on commence par initialiser notre figure, et pour ne pas l'oublier, on met le show à la fin. Et maintenant, tout va se passer entre ces deux lignes de code. Donc je pourrais appeler plt bar, comme on l'a vu, data s10.index, et en y, je vais vouloir la fatigue. Donc jusque-là, on a la même chose qu'avant. Comment on va venir rajouter des informations? En commençant par ajouter des informations pour labelliser nos axes X et Y. Donc pour cela, on appelle toujours PLT. Si je veux mettre un label sur mon axe X, j'appelle X label, et là, entre parenthèses, je mets le titre que je veux. Donc là, par exemple, ce sont des index qui pourraient être une date. Et pour Y, vous comprenez, et ici, on va mettre que c'est la fatigue. Et finalement, un titre, ça serait pas mal aussi en notre graphe, savoir qu'est-ce qu'on représente. Et pour cela, on appelle la fonction title, et on va placer le titre suivi de la fatigue. Donc là, déjà, ça a un peu plus de gueule. Maintenant, comme je l'ai dit, sur le X label, ce serait intéressant d'avoir des dates plutôt que l'index. Eh bien, on va le faire. Donc, on va commenter tout ça, et on va mettre plt bar, je vais appeler
date séance, et je garde toujours Y, ma fatigue. La différence ici, vous le voyez, c'est qu'on a des trous entre certaines barres. Quand vous lui passez une colonne au format date, Matplotlib reconnaît que c'est une date, et donc pour les dates où il y a de la donnée manquante, il laissera une barre vide ici dans le cas d'une représentation avec barre. Le petit problème ici, c'est que mes dates elles se superposent, donc c'est pas génial. Et bien pour ça, encore une fonction plt x tix. Donc ce qui est tix, en gros, c'est ces informations-là. Ici par exemple, y, ça serait 0, 2, 4, 6, 8, 10. Donc on pourrait appeler y tix, mais là, comme je veux m'intéresser à l'axe des x, j'appelle x. Et donc ici, qu'est-ce que je vais appeler comme argument? Donc le premier, on va appeler rotation. Et disons, on va les incliner à 30 degrés. Donc déjà, on voit mieux les dates, mais disons que ça reste un peu gros. Et bien, il y a un deuxième argument, qui va être font size, qui va permettre de déterminer la taille des caractères. On va lui passer 6, et là déjà, c'est mieux. On va donc pouvoir nommer cet axe avec date. Et voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, vous me dites, ouais, j'aimerais bien redimensionner mon graphe. Il faudrait qu'il soit plus long, plus que là, on dirait vraiment un carré. Et bien pour cela, on revient au tout début dans Figure, et on a un argument qui s'appelle fig size, et on va lui passer un tuple de dimension. Alors, le premier, ça va être la longueur, et le deuxième, la hauteur. Je vous rassure, vous allez jamais le retenir. Ça va être que de laisser erreur tout le temps pour savoir lequel est lequel. Dans mon cas, c'est souvent ça. Et vous voyez, on a un graphe qui est plus long que large. Maintenant, on voudra ajouter de la couleur, et plus précisément, un fond coloré. Et bien quand on reste ici dans Figure, on a un autre argument, et cet argument, c'est face color. Donc ici, on pourrait très bien lui donner la couleur qu'on souhaite en format texte, comme on l'a vu plus haut, et on pourrait aussi passer un code X color, donc X, H-E-X. Et je vais en mettre un ici. Donc ça commence toujours par un hashtag, et on va passer celui-ci, F1, C40, F. Ça va nous donner une belle couleur qui agresse bien la rétine. Voilà, donc de placer un face color ici, ça va ajouter la couleur autour de ma représentation graphique. Et si cette couleur, je veux également à l'intérieur de ma représentation graphique, on peut aller ici, on fait PLT, on va appeler GCA pour Get Current Axis, donc aller chercher les axes actuels. Grossièrement, ça veut dire, prends-moi tout ce qui est dans le cadre de la représentation graphique. Et on va lui passer la fonction setFaceColor. Et là, l'argument, ça va être notre Xcode pour la couleur, ou la couleur au format texte. Donc F1C40F. Et on a donc un graphe avec le fond dont on a choisi la couleur. Donc ici, vous voyez que j'ai fait un certain ordre pour aller chercher mes améliorations sur mon graphe. Donc il faut toujours commencer par Figure et finir par Show. Et entre les deux, finalement, il n'y a pas d'ordre à respecter. C'est un peu à vous de construire un ordre et d'essayer de le suivre pour pouvoir vous retrouver et avoir une suite logique dans la construction de vos graphes. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, toujours appeler Figure et Show. Le premier élément que je fais, c'est la représentation graphique que je veux, donc ici, les barres. Après, je vais m'intéresser aux axes X et Y, donc de préférence le X en premier et le Y en deuxième. J'aurais tendance à appeler en dernier la labellisation de l'axe et mettre avant tout ce qui va être modification autour de cet axe. Je terminerai tout le temps par le titre et voir quelques petites améliorations sur la couleur ou d'autres qu'on va voir juste après. Donc maintenant, on va voir comment combiner plusieurs représentations graphiques. On part toujours de la même chose, Figure. On va tout de suite donner l'argument fig size et toujours lui donner les valeurs de 8 et 4. Et on finit par PLT show. Donc ici, on va toujours rester sur une combinaison pour faire la représentation du suivi de la fatigue. Donc je vais vouloir les valeurs brutes en format barre, je vais vouloir une tendance en courbe, et finalement un seuil avec la médiane qu'on a calculé tout au début. Donc tout d'abord, PLT barre, comme on l'a fait juste avant. Donc la date de la séance. En Y, toujours ma fatigue. Et maintenant, je veux ma tendance en ligne. Donc je vais appeler PLT plot. Premier argument doit être la même information en X, donc ma date de séance, et en Y. Cette fois-ci, je veux la tendance de ma fatigue. Et je voulais une dernière chose, représenter le seuil de la médiane. Donc on va tracer une ligne horizontale. Pour cela, on appelle toujours PLT. Et on va passer à X H line.
Hline pour horizontal. C'est facile à retenir. Et ici, je vais vouloir donner une valeur à laquelle cette ligne va se placer sur l'axe des Y. Donc moi, je veux la médiane que je vais aller calculer avec NumPy sur ma colonne fatigue. Donc maintenant, améliorons nos axes X, Y. Commençons par X. Je vais toujours avoir mes dates qui vont demander une rotation de 30 et un font size de 6. Je vais donner le label date. Et finalement, pour les Y, le label va être fatigue. On n'oublie pas le titre. Donc là, j'ai bien tout ce que je voulais. Le seul problème que j'ai, c'est que tout est de couleur bleue, c'est pas très lisible et je ne sais pas quoi représente quoi. C'est-à-dire les barres, qu'est-ce que ça représente, ma courbe c'est quoi, et ma ligne, finalement, qu'est-ce que c'est aussi. Et bien pour cela, il y a deux façons, il faut ajouter une légende. Alors la légende, dans l'ordre de construction de mon graphe, je le mettrai juste avant la gestion de mes axes X et Y. Et pour cela, on pourrait appeler plt.légende. Et ici, donc, on a trois représentations graphiques. On a la barre, la courbe et la ligne horizontale. Donc, on pourrait passer une liste dans l'ordre de construction de ces trois représentations. Donc, on voudrait la fatigue, la tendance et finalement la médiane. Là, j'ai tout. J'ai toujours les couleurs qui ne vont pas. Cette méthode, elle est bien gentille quand on n'a pas beaucoup de représentations graphiques, mais le mieux, c'est de passer l'argument label directement dans nos fonctions de représentation graphique. Donc ici, j'ai ma fatigue. Ici, ma tendance. Et finalement ici, la médiane. Et ces labels, si je veux les faire apparaître, il faut tout de même que j'appelle la fonction légende. Et j'ai toujours mon petit carré de légende. Alors dans légende, il y a un argument qui est intéressant à mettre, c'est loc pour localisation, et c'est très bien de lui donner une valeur 0. Passer la valeur 0 va permettre de positionner cette petite boîte de légende au meilleur endroit possible dans la représentation graphique. Donc vous voyez ici, il l'a mis en droite, parce que les barres ne gênent pas. Mais s'il était, disons, inversé, il aurait sûrement mis la boîte ici à gauche. Maintenant, on va s'intéresser aux couleurs de ces différentes choses. Et au-delà des couleurs, on va voir comment modifier les formes, la transparence, etc. Donc commençons par la barre. On va lui donner la couleur bleu ciel, donc light blue, bleu léger. Et on va mettre width, et on va lui donner une valeur de 0.8. Donc width, ça va être la largeur sur l'axe X de la barre. Donc en 0.8, on ne voit pas bien la différence, mais déjà, on change la couleur, et la couleur va permettre de faire ressortir d'autres informations. Maintenant, le plot ou la courbe. Alors couleur, on peut aussi bien juste l'appeler C. Et ici, on va passer red. Ensuite, on va lui donner un line style, qui pourrait être aussi simplifié par ls. Et ici, vous pouvez regarder dans la documentation, vous aurez toutes les informations de tous les styles possibles. Et ici, on va juste mettre 2-6. Et finalement, on va faire line width, donc ça va être l'épaisseur du trait, qu'on peut aussi simplifier par lw. On va lui donner 0.4. Et finalement, cette ligne, elle est reliée par des points qu'ici on ne voit pas. Ces points, on peut aller les chercher en les appelant marqueurs. Et pareil, ici dans la documentation, vous pouvez aller voir toutes les formes que vous pouvez donner à vos points. Donc ici, on va juste mettre un point. Et finalement, on va avoir marker size, qu'on peut aussi simplifier par ms, et on va lui donner 4. Voilà, déjà là, on est quand même beaucoup mieux. On distingue bien nos valeurs brutes, on distingue bien notre tendance, on a la légende qui nous indique qu'est-ce qui correspond à quoi. Alors pour les abréviations ici des arguments, je vous les note un peu ici. Donc C peut donner color, ls line style, lw line width, finalement ms marker size. Donc je vous invite à aller voir la documentation et explorer un peu les fonctions de représentation graphique. Il y a beaucoup d'arguments qui permettent d'améliorer et modifier les formes, les couleurs, les tailles, etc. de vos graphes. Et donc on va finir par notre ligne horizontale. On va lui donner une couleur grise. On va lui donner un line style avec les 2 points et on en restera là. Donc là, j'ai bien des améliorations et dans le style, et dans la couleur, et dans la forme pour différencier mes différentes informations. Et finalement, ici, il y a une dernière fonction qu'on peut appeler qui s'appelle tight layout. Pas besoin de passer d'arguments. Celui-ci permet d'un peu mieux utiliser l'espace de notre feuille blanche, donc tout le cadre ici.
Donc vous voyez ici, quand on a fait toutes ces informations, l'ordre que j'ai suivi, donc j'ai fait mes représentations graphiques, j'ai souhaité afficher la légende en premier, je me suis intéressé à mes axes X et Y, j'ai mis mon titre, et finalement quelques améliorations supplémentaires pour optimiser la visualisation. Alors cette combinaison d'informations, on va en faire un deuxième. Donc j'initialise toujours ma figure. Je n'oublie pas PLT Show, et après, je peux y aller. Toujours représenter en barre nos saisies par jour. Je vais toujours remettre la barre horizontale de ma valeur médiane. Cette fois-ci, je vais la faire un peu plus épaisse, donc 1.3. Et je vais lui passer un alpha qui va permettre de jouer sur l'opacité et donc la transparence. Et là, je vais appeler une nouvelle fonction de plotting qui va s'appeler fill between. Donc ça va permettre de faire du filling, comme son nom l'indique, donc du remplissage selon des informations et des bornes que je vais donner. Donc d'abord, il faut passer une série ou une liste de points sur les X sur lesquels on veut faire ce remplissage. Donc moi, comme je veux le faire sur tout l'axe des X, je vais simplement appeler ma colonne de date. Et ici, on a deux arguments qui vont être Y1 et Y2. Donc qui vont être les bornes, les seuils entre lesquels on va faire le remplissage. Donc moi, le premier, ça va être 0, donc on va partir du bas du graphe, et la limite, ça va être la médiane de la fatigue. Et cette fois-ci, j'appelle bien ma colonne pour avoir autant de points que j'ai de points en X. On va lui donner un alpha de 0.2, donc la transparence va être plus élevée, et on va toujours lui donner une couleur rouge comme la ligne précédente. Et le label qu'on va donner, ça va être une zone qu'on va appeler Q0, Q2, donc qui se trouve entre le quartile 0 et le quartile 2, et entre parenthèses, on se trouve entre 0 et 50%, pour ceux qui comprennent mieux comme cela. Donc je commence par ma légende, localisation égale 0, je m'intéresse à mes axes en commençant par X, PLT, X, X comme on a vu, rotation. Finalement, on reprend pas mal ce qu'on a fait au-dessus. Font size égale 6. Le label, les dates et les Y qui vont être la fatigue. Et je finis par mon titre, suivi de la fatigue. Et on va toujours appeler tight layout. Alors petite correction, ici le Y2, il faut bien mettre NP médian de la fatigue. Et vous voyez ici, j'ai donc bien ma représentation en barre de ma fatigue à chaque date. Et ici, j'ai une zone où j'ai 50% de mes saisies qui sont en dessous, donc dans cette zone, et 50% qui sont au-dessus. Donc cette représentation permettrait plus facilement de voir qui est en dessous et qui est en dessous de ce seuil de 50%. Alors on va voir les styles que vous voyez ici. Quand je fais une figure, par défaut tout est blanc et j'ai montré plus haut que je pouvais changer la couleur du fond. Et on va appeler plt style.available. Je me retrouve avec une liste de plusieurs styles pré-enregistrés dans Matplotlib, et ces styles permettent donc de styliser ou d'améliorer les graphes avec un style qui a déjà été construit auparavant. Donc ici, si on veut utiliser un de ces styles, on va appeler plt, toujours style, et on va utiliser use, et ici use, on va passer le nom de celui qu'on veut. Donc nous ici, on va aller chercher Seaborn v0_8. Alors vous verrez, Seaborn, c'est la prochaine librairie qu'on va explorer. Ici, je vais vous le commenter. Une fois que c'est exécuté, c'est enregistré. Donc enregistré, une fois exécuté. C'est-à-dire que quand on va travailler dans les autres cellules Python, il gardera ce style Seaborn. Et si on veut revenir au style original, donc le style par défaut, il faut faire plt.rcdefault. Donc ici, pour essayer ce style, on va reprendre tout le code d'un graphe qu'on a déjà fait. Donc je représente en barre ma fatigue, en courbe la tendance et la ligne horizontale du seuil médian. Vous voyez que ce style Seaborn a retiré tout le cadre noir, tous les petits tirets au niveau des tics, et il a mis un fond plutôt gris avec un quadrillage blanc.
Alors maintenant qu'on a vu comment améliorer nos graphes, on va aller explorer plus de graphiques. Donc ici, on va commencer par la relation. Donc, la relation, on l'avait vu, on avait fait scatter. Donc, tout d'abord, on n'oublie pas d'initialiser notre figure. Et PLT show. Donc on va essayer de voir la relation qu'il y a entre la fatigue et les intensités maximales. Donc voilà, par défaut, j'ai ce graphe qui manque cruellement d'informations. Allons le styliser d'abord. On va lui donner une couleur violette. On va aussi ajouter une couleur sur le cercle qui entoure nos points. Donc pour cela, on va appeler Edge Color. On va lui passer la couleur noire. Et finalement, ce Edge Color, on va vouloir plus épais, donc on peut appeler LW pour Line Width, et on va lui donner une valeur de 1.5. Et on va vouloir donner de la transparence à notre violet, donc on va faire alpha égale 0.3. Maintenant, je m'intéresse à mes axes X et Y. Donc on va voir une nouvelle fonction qu'on n'a pas encore vue, qui est XLim, qui permet d'établir les limites sur nos axes, donc ici X, et pour ces limites, il faut passer soit une liste, soit un tuple avec la valeur minimale et la valeur maximale convue. Donc passons un tuple. Ici, on est sur des saisies qui vont entre 0 et 10, donc je vais lui passer 0 et 10. Donc je donne le label à cet axe X, qui est la fatigue, et on va faire de même sur l'axe Y. L'intensité maximale est aussi une notation entre 0 et 10, donc je lui donne 0 et 10, et mon label, qui va être intensité max. Et finalement un titre, relation entre fatigue, intensité max. Là j'ai mon graphe, et vous voyez que en jouant sur l'opacité, on a des points, donc alpha, on a des points qui sont plus ou moins transparents, ce qui permet de voir un peu plus la densité des points au même endroit. Ça signifie que ici, il y a plus de points qui se superposent que ici ou que là. Et un autre argument qui va passer dans X-label, Y-label et title, qu'on avait vu, c'est font size, qui permet d'établir une taille de caractère. Ici, imaginons 15, et j'ai donc un titre qui apparaît plus gros. Voyons l'erreur bar. Alors, l'erreur bar, on va vouloir deux valeurs statistiques. Une première qu'on veut représenter, et cette fameuse erreur bar, donc qui va être plus ou moins autour de cette statistique, ça va être une statistique d'étendue ou de dispersion. Donc couramment, ce serait une moyenne et un écart type, mais nous, comme on est sur des valeurs subjectives, on va faire la médiane et l'écart médian absolu. Donc pour faire simple, l'écart médian absolu, c'est la moyenne des écarts à la médiane. Pour faire très simple, l'écart médian absolu, c'est ce qu'est l'écart type pour la moyenne. Et donc sur cette erreur bar, il va nous falloir plusieurs informations, on va y aller par semaine. Donc tout d'abord, on va se créer une information sur la semaine. Comme on l'avait vu dans le cours précédent, on va aller chercher notre colonne de date. On va appeler le module d'été, ISO calendar, et après calendar, on va appeler week pour avoir le numéro de semaine. Une fois qu'on a ce numéro de semaine, on va vouloir faire un group by par semaine. Donc on va l'appeler S10, EB pour error bar. On va faire un group by par semaine sur, et comme on va récupérer une belle table, on passe asIndex égale false. Donc notre colonne ici, ça va être la fatigue. Et on va vouloir deux choses. Donc j'appelle agrégation. Comme je veux deux choses, on va passer une liste. Je veux la médiane, et mon deuxième argument, ça va être finalement cet écart médian absolu. Bien pour l'avoir, on va aller le chercher dans une autre librairie qui s'appelle SciPy, dans le module stats, et on va importer donc median absolute deviation. Et donc ce median absolute deviation, on va le passer dans une fonction pour pouvoir avoir un beau nom, car pour rappel, si je passe lambda, je vais avoir le nom lambda dans ma colonne. Donc ici, je vais calculer MAD, qui va me retourner median absolute deviation de x, qui sera ma série. Et ici, je peux donc appeler cette nouvelle fonction MAD, et le rendu sera ceci. J'ai bien mes numéros de semaine, la valeur médiane pour chaque semaine, et la MAD, donc l'écart médian absolu
pour chaque semaine. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire mes erreurs barres. Toujours le même cycle. J'initialise ma figure. Et plt.show. Alors ici, pour error bar, dans plt, on va appeler error bar. Et donc ici, on va lui passer ce qu'on veut mettre en x. Dans ce qu'on a créé au-dessus, je vais appeler semaine. Le deuxième argument, ça va être la valeur qu'on veut représenter. Donc ici, ça va être donc la médiane, qui s'appelle médian. Et finalement, le dernier argument, ça va être y. Y-E-R-R pour y error, donc l'erreur qu'on voit autour de ce point, donc ce fameux plus ou moins. Ici, donc, je vais appeler la MAD. Je m'occupe de mes axes. PLT. X label, on va l'appeler semaine. Je vais donner une limite sur mon axe des Y, toujours 0 et 10, et je vais nommer cet axe Y. Et je termine par le titre. Donc les valeurs médianes, plus ou moins MAD, de la fatigue par semaine. Donc ici, ce qui est rejoint, c'est la valeur médiane, et finalement, ces traits verticaux, c'est le fameux plus ou moins de la MAD. Si je veux rendre ça un petit peu mieux, il y a un argument qui s'appelle FMT pour format, et on va lui donner format O. Donc là, encore une fois, vous pouvez aller voir la documentation d'erreur bar, ça vous donnera toutes les informations des différents types de formats que vous pouvez faire. Et donc ici, voilà ce qu'on a. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dirait? On verrait quelle serait la valeur médiane de la fatigue pour chaque semaine. Et plus les barres ici au-dessus et en dessous des points seraient grandes, plus ça veut dire qu'il y aurait une dispersion et une étendue des valeurs. Si je prends l'exemple ici de la semaine 28 et 32, eh bien finalement, il n'y a pas eu beaucoup de variations sur le niveau de fatigue dans la semaine. À la différence de la semaine 33, où là, par contre, il y a eu la variation dans les saisies de la fatigue sur la semaine. Pour rester un peu dans la même idée, on va s'intéresser au boxplot ou les boîtes à moustaches. Alors la boîte à moustaches, on a vu qu'on devait passer un seul argument qui sera représenté. Et ici, moi, je vais vouloir représenter toutes mes semaines sur l'axe des X. Donc il va falloir que je passe une liste de mes séries. Donc, pour cela, on va l'appeler BP pour boxplot et WK pour week. J'ouvre ma liste. Et dans ma liste, je vais vouloir les séries de ma fatigue par semaine. Donc, on va vouloir localiser chaque semaine qui serait égale à W. Et finalement, on voudrait la fatigue. Donc ce W, c'est quoi? Ça va être dans une boucle de toutes les valeurs uniques de la semaine dans mon dataset. Et maintenant, je peux représenter mon boxplot. Donc toujours la même chanson. On initialise la figure et on la termine avec .show. Alors ici, pour mon boxplot, on l'a vu, on appelle la fonction boxplot et je vais lui passer ce que j'ai créé juste au-dessus. Pour avoir les labels des semaines qui correspondent, il y a l'argument labels et on va pouvoir passer la liste des valeurs uniques des semaines. Maintenant, je m'intéresse à mes axes. Donc, ce sont semaines en X. En Y, toujours la même limite. Et le label de Y va être fatigue. On termine bien évidemment par un titre. Distribution de la fatigue par semaine. Vous voyez, dans l'idée, ça reprend les erreurs barres. On se rend plus compte de l'étendue et jusqu'où vont nos valeurs max et minimales. Et finalement, on peut recroiser les informations que j'avais données. Vous voyez qu'ici, sur la semaine 28 ou 32, il y a très peu d'étendue de valeur, à la différence d'une semaine 33, par exemple, ou même 29, où il y a un peu plus d'étendue de valeur. On va voir les violons, maintenant, violin plot, qui reprennent exactement la même structure qu'un boxplot, c'est juste la forme qui change. Donc on va reprendre tout ce bloc de code, et la différence avec boxplot, c'est qu'ici, on va appeler violin plot, mais que l'argument label n'existe pas. Donc pour cela, quand on s'occupe de nos axes, on va appeler plt xtix. Et ici, il y a deux arguments. On va devoir lui donner une liste d'index pour les nouveaux xtix qu'on va donner. Et ces nouveaux xtix, ils apparaissent dans un deuxième argument.
Si on commence par notre deuxième argument, c'est toujours la liste des valeurs uniques de semaines de notre dataset. Donc ici, imaginons, j'aurais 5 semaines, et bien il aurait fallu que je passe une liste qui fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, il va falloir plutôt l'automatiser. Donc on va faire un range. Range qui va partir de 1. Et la limite supérieure, ça va être la longueur de cette liste unique. Et on se rappelle qu'un range, la borne supérieure est exclusive. Donc il va falloir ajouter 1 plus 1 ici. Et voici mes violin plots. On peut ajouter une petite information ici qui va être show medians, à laquelle on va donner une valeur vraie. Et donc ici, on a les violin plots qui reprennent la même information que les box plots, mais avec une meilleure représentation de densité. C'est-à-dire que vous voyez autour de la barre verticale bleue, plus cette zone transparente va être épaisse, plus il va y avoir de saisie à ce niveau-là. Donc aussi bien pour violin plot que box plot, je vous invite encore une fois à aller voir la documentation. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'arguments qui permettent de modifier le format et la visualisation du box plot et du violin plot, et donc d'être plus précis sur certaines informations que vous voulez faire ressortir. On va passer aux area plots. Alors pour celui-là, on va aller chercher un autre fichier Excel qui va être le fichier GPS qu'on avait utilisé dans le précédent tutoriel. Alors maintenant, pour cet AeraPlot, on va d'abord aller filtrer ces datasets, appelés P00, car on va aller chercher les données de notre athlète 0 avec la period number qui vaut 0. Donc pour rappel, quand la period number vaut 0, c'est le résumé des séances et matchs. Est égal à player 0 et period number est égal également à 0. Ici, on va aussi en profiter pour réorganiser nos valeurs par date. Et il y a un argument, j'ai oublié si je vous l'ai montré, mais j'en profite, je vous le montre ici, ce qui est pas mal. C'est ignore index, à laquelle on va donner une valeur vraie, qui permet donc de réattribuer une nouvelle liste d'index partant de 0 jusqu'à x lignes de notre data frame. On en fait une copie. Et donc dans ce dataset, je vais vouloir identifier certaines colonnes. Donc, je vais filtrer à l'aide de regex et on va lui passer dist. Et je veux juste voir les colonnes, donc j'appelle columns. Là, pour cet AeraPlot, en fait, je vais vouloir superposer les différentes bandes de vitesse. Donc, pour la simplicité de l'exemple, on va en prendre 3. Et donc, pour réaliser cette figure, j'initialise la figure pour commencer, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, et je la clôt avec show. Alors ici, on va vouloir plt.stackplot. On lui passe d'abord les x, donc ici, ça va être la date, et on va devoir lui passer à la suite toutes les colonnes qu'on va vouloir superposer dans notre stackplot ou areaplot. Donc le premier, ça va être, quand je regarde au-dessus, je vais vouloir velocity band 1 distance. Pour la simplicité, j'avais dit qu'on allait le faire 3 fois. 2, on va aller à la ligne, et 3. Donc je change juste le chiffre ici pour 2 et pour 3. Maintenant que j'ai tout ça, on va leur donner des labels. Donc, labels. On passe une liste, et ici, on va mettre vel B1, vel B2, et finalement, vel B3. Comme j'ai des labels, j'ai une légende, je la localise en 0 pour trouver le meilleur emplacement. Je vais m'occuper de mes axes. Donc, j'ai toujours des dates ici. Donc, mes ticks ici, je vais simplement changer la taille, car je n'en ai pas beaucoup. Je vais donner un label, qui va être la date. On s'occupe des Y. Ça va être la distance parcourue en mètres. Toujours important de mettre l'unité par zone de vitesse. Et finalement, un titre
distance cumulative parcourue, toujours en mètres, par zone de vitesse, par date. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc bien mes airs ou mes arrières en anglais. J'ai mes dates en axe X. Et ici, bon, il l'a posé là, mais c'est pas tip top. J'ai en bleu les distances parcourues dans ma velocity band 1. En vert, qui se cumule, la velocity band 2. Et finalement, la rouge, la velocity band 3. Et c'est bon, on pourrait leur donner des couleurs différentes. Avec l'argument colors, auquel on passe une liste avec autant d'éléments qu'il y a d'éléments stackés. Donc ici, on a 3 zones, donc il faut 3 valeurs de couleurs. On pourrait mettre la première en grise, la deuxième en light blue et la dernière en blue. À vous aussi de trouver la palette qui conviendra le mieux pour représenter vos airs. Maintenant, cet aéroplot, on l'a fait par date. On pourrait le représenter pour une autre information. On pourrait prendre les valeurs d'une séance, cette fois-ci ne garder que les period numbers qui ne sont pas égaux à 0, et donc ces period numbers représenteraient les différentes séquences de l'entraînement, et passer en axe X ces séquences d'entraînement, et pouvoir visualiser les volumes de distance parcourue par zone, par exercice de la séance. Donc pour commencer, on récupère les informations de notre player zéro. Et cette fois-ci, je veux les périodes number qui ne sont pas égales à 0. Pas besoin d'ordonner, mais on va juste faire un reset index et une copie. Voici notre dataset. Maintenant, dans ce dataset, il va falloir choisir une date d'entraînement. On va l'appeler P0T, car on veut un entraînement. Et dans P0, on va aller chercher la date qui va être 2022 10 05. On en fait une copie. Et il va y avoir quelques index dont on va se séparer. Car oui, j'ai préparé le cours et il y a quelques informations qui sont embêtantes. Ces index, ce sont le 1 et le 7. Maintenant qu'on a tout ça, on va reprendre ce code-là, car il y a juste quelques informations qui vont changer. Ici, au lieu de date, on va passer période number. Donc ici, ça va être exercice ou séquence. Et P00, on veut un P0T. Alors quand on a plusieurs et qu'on veut les changer en une fois, je vous montre, il suffit de double-cliquer sur une variable, vous faites CTRL-SHIFT-L, là vous voyez ça sélectionne tout, et là vous voyez que mon curseur se déplace en même temps sur toutes les variables qui ont le même nom. Donc ici, j'enlève le 0, je passe le T. Je modifie juste quelques informations, on n'est plus par date, mais on est par exercice. Et me voilà avec mon graphe. Donc en abscisse, j'ai bien mes noms d'exercices, qui ont été standardisés ici pour être rendus anonymes, et donc par exercice, j'ai bien mes distances parcourues par différentes zones. Et pour finir sur ces graphiques supplémentaires, on va voir le pie plot. En fait, la réalité, c'est qu'on va vouloir faire plutôt un donut plot pour pouvoir faire une sorte de barre de progression. Pour commencer, toujours la même histoire. Sauf qu'ici, je peux mettre 4 par 4, car on est sur une forme plutôt carrée. Je vais appeler plt.py, et là, la première chose à faire, c'est de passer une liste. Si on veut faire une barre de progression, il faut deux informations. Où en est la progression et le reste de la progression, donc 100 moins la progression. Ici, pour l'exemple, on va se prendre 85 et 15. Les deux font bien 100. On peut leur donner une couleur, on va passer une liste. Donc 85, je veux qu'il soit en vert plutôt léger, et l'autre en gris léger. Voici la première étape. Donc là, on a toujours une paille ou le camembert en français. Mais moi, je voudrais un donut. Donc il faudrait déjà qu'il y ait un trou vide au milieu. Et en plus, on se rend compte que ça commence ici et que ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Moi, j'aimerais le faire commencer, disons en haut, et que ça aille dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour cela, il y a deux arguments. Tout d'abord, counter clock, qui apprend une valeur vraie ou fausse. Et là, donc, vous voyez que par défaut, la valeur est vraie, donc on va lui retourner faux. Je ne veux pas qu'il aille dans les sens inverses des aiguilles d'une montre.
Donc ici déjà, vous voyez, on part toujours de ce côté-là, et cette fois-ci, on va bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, je veux commencer en haut. Il y a l'argument Start Angle. Et là, je vous avoue que ça va être un peu à tatillon, il va falloir essayer des valeurs donc, qui vont de 90 à 190, donc 0, 90, 180, 360, et trouver le bon. Donc 90. Donc là, déjà, on est bon. Je pars d'en haut, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, on est bien. Maintenant, il faut que je fasse mon trou au milieu. Il y a un argument qui s'appelle Wedge Props. Et celui-ci, il prend toute une série d'autres arguments qu'il faut passer dans un dictionnaire. Et dans la bonne pratique de Python et Matplotlib, il faut plutôt appeler dict et passer ces nouveaux arguments dans cet appel de dictionnaire. Donc ici, on va mettre width et on va lui attribuer une valeur de 0.03. Et voilà, j'ai mon beau donut qui commence en haut, qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors maintenant, on va passer au subplot. Subplot, vous voyez, c'est un peu comme une mosaïque. Donc là, on a vu comment faire un seul graphique, mais là, disons que vous voulez une feuille blanche et vous voulez mettre X graphiques. Et donc, pour réaliser cette mosaïque ou le subplot, il y a tout un cycle à suivre et on va commencer par faire un subplot avec le suivi de marqueurs ainsi que la distribution des marqueurs. Donc ce cycle, il commence toujours par un PLT figure avec l'argument fixSize. Donc ici, on va être sur quelque chose de plus grand, donc on va faire une plus grande feuille de 20 par 8. Et on finira par PLT.show. Donc là, je vais vouloir une feuille avec le suivi de 2 marqueurs et la distribution des 2 marqueurs. Donc je vais avoir 4 graphes. Et bien j'appelle PLT subplot. Et ici, premier argument, ça va être le nombre de lignes. Donc, je vais en vouloir 2, je vais faire 2 et 2. Et le nombre de colonnes, donc 2. Et il y a un troisième argument sur lequel vous allez spécifier sur lequel ici de ces 4 graphes vous travaillez. Donc 1. Ici, le premier graphe commencera par 1. Et en dessous de ça, on met ce qu'on veut. Donc ici, on va faire le suivi de 2 marqueurs. On va reprendre nos marqueurs subjectifs avec fatigue et intensité maximale. Donc je suis allé rechercher le bout de code où on l'avait déjà fait. De toute façon, vous savez le faire. Donc on appelle PLT bar, on passe la date de séance, la fatigue, on donne un label, on customise. Je mets en courbe ma tendance que je customise. J'oublie pas le label également. Et finalement, ma ligne médiane qui va servir de seuil. J'arrange mes axes et j'ajoute un titre. Maintenant, je vais passer au deuxième. Donc aussi, subplot, dans quel sens il lit? Là, on a dit 2 par 2, donc j'ai 2 lignes, 2 colonnes. Et lui, il lit ça comme un livre. Le premier va être en haut à gauche, et donc mon deuxième va être première ligne à droite. Donc ici, on reprend, et au lieu de 1, je lui passe 2. Ma construction va être la même, je vais juste, au lieu d'avoir fatigue ici, intensité max, et mon titre. Maintenant qu'on a fait la première ligne avec le suivi, la deuxième ligne va se consacrer aux distributions. Donc, on est toujours sur notre subplot de 2 par 2, et cette fois-ci, je m'attaque à la troisième partie de ce subplot. Ici, je veux donc la distribution par un histogramme. J'appelle histogramme, et je vais vouloir l'histogramme de la fatigue. Je rajoute un titre. Distribution de la fatigue. Je vais mettre le titre un peu plus petit. Et donc pour le quatrième et dernier subplot, je reprends le même code. Et ici, je remplace fatigue par intensité max. Je me retrouve donc avec cette mosaïque avec 4 graphes. J'ai bien le suivi de la fatigue et de l'intensité maximale en première ligne et la distribution de la fatigue et de l'intensité max sur ma deuxième ligne. Maintenant, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler pour un peu améliorer l'espace entre les graphes. Donc ici, c'est très bien. Et vous voyez qu'ici, entre les deux lignes, ça peut être un peu serré. Eh bien, ça s'appelle plt.subplotsAdjust. Ici, l'argument qu'on veut, c'est le hspace pour l'espace horizontal. Et on va lui donner la valeur de 0.3. Et j'ai donc mes graphes de première et deuxième ligne qui ont été un peu plus espacés. Maintenant, on va faire une mosaïque ou un subplot de distribution. Donc, j'ai une liste de marqueurs ici, et je veux faire un subplot pour avoir la distribution de chacun de ces marqueurs. Tout d'abord, combien de marqueurs j'ai? J'en ai 10. Bon, parfait. On va faire 2 par 5. 2 lignes, 5 colonnes. On commence par initialiser notre figure, toujours 2 par 8 ici, et on terminera par PLT show. Sauf qu'ici, j'ai 10 marqueurs. Je ne vais pas m'amuser à faire 10 fois ça. Ça va faire un code un peu long. Pour ça, on peut faire une boucle. Et cette boucle, la voici.
pour chaque marqueur dans la liste de marqueur list, et on va faire un plt.subplot, qu'ici on a dit qu'on voulait 2 lignes, et qu'on en voudrait 5 ici. Mais on pourrait automatiser ça. Si on est sûr à chaque fois d'avoir une liste de marqueurs qui ont un nombre pair, et qui ne soit pas trop grand pour pas avoir quelque chose de 2 par 20, on va placer la longueur de cette liste divisée par 2. Et, petite subtilité, il faut le passer dans une valeur intégrale, car sinon ça nous retourne un 5.0 et subplot ne va pas bien fonctionner. Mais maintenant, comment je peux savoir dans ma boucle où j'en suis dans mon subplot? Eh bien, je vais aller chercher enumerate. Pour rappel, enumerate itère les valeurs de la liste tout en retournant son index à chaque itération. Sauf que ça ne commence pas par 0 dans subplot, mais i, la première valeur sera de 0, donc je mets i plus 1. Et maintenant, je peux donc faire la représentation de mon histogramme. Dans mon dataset, je peux aller chercher la colonne qui aura un titre M. Et j'ai donc mon subplot ou ma mosaïque avec les valeurs de chaque marqueur. Cependant, vous pouvez noter que notamment pour les marqueurs subjectifs, normalement mes saisies vont de 0 à 10. Et ici, vous voyez, il a simplifié, car sur certains marqueurs, il n'y a pas beaucoup de saisies au-delà d'une certaine valeur, donc il a établi que cette valeur serait la valeur max en axe des abscisses. J'ai aussi le marqueur durée qui lui ne va pas de 0 à 10. Et bien, on peut aussi conditionner cette x limite. On va lui mettre if m n'est pas égal à durée, alors la limite sur l'axe x sera de 0 et 10. Et donc sur tous mes marqueurs subjectifs, j'ai cette fois-ci mon axe des x des abscisses qui va bien de 0 jusqu'à 10. Tant qu'on est sur les histogrammes, on va refaire un petit rappel sur l'histogramme et comment un peu l'améliorer. Même son de cloche, j'initialise ma figure, on va 8 par 4, plt show. Et faisons toujours l'histogramme de la fatigue. On va mettre les limites dans x qui vont de 0 jusqu'à 10 et on va lui mettre un titre. Maintenant, comment l'améliorer, point de vue plutôt du style? Bien, quand on va dans la fonction histogramme, on va lui passer premièrement edge color. On l'a vu avec les points, on va lui donner la valeur black pour une couleur noire. On va lui donner un label qui va être la distribution, car on va venir ajouter cette fois-ci une ligne verticale. Pour cela, on va faire alix vline et je vais lui retourner la valeur médiane de la colonne fatigue. On va lui mettre une couleur orange, une épaisseur un peu plus forte de 1.3 et finalement le label qui est égal à médiane. Je n'oublie pas de faire apparaître ma légende comme j'ai ajouté les labels. J'ai donc bien mes barres qui ont été délimitées par une couleur noire et j'ai ma médiane qui a été tracée verticalement sur cette ligne orange. Maintenant, dans la fonction histogramme, il y a un autre argument qui est hyper intéressant qui s'appelle beats. Je vais vous mettre une valeur et vous allez comprendre. On va mettre 15. Vous voyez que là, j'ai un peu plus de barres. En fait, beans, vous allez lui dire en combien de groupes vous voulez le découper. Donc, vous mettez en beaucoup plus de groupes, 20. Vous voyez que j'ai davantage de barres. Vous pouvez également en mettre beaucoup moins, pour en mettre 2. Donc ici, le choix de beans va être hyper important afin de représenter au mieux votre distribution. Moi ici, comme on est sur des valeurs qui vont de 0 à 10 et qui peuvent prendre 0.1, 0.2, etc., je vais en mettre 20. Comme ça, on va avoir des beans qui vont être séparés de 0.5 en 0.5. Et donc voici la distribution finale de ma fatigue. Donc revenons à nos subplots, et cette fois-ci, on va s'intéresser à représenter les relations. On va reprendre le bout de code qu'on avait ici, car on va reprendre la même liste de marqueurs. Et la différence ici, c'est que je ne veux pas un histogramme, mais je vais vouloir un nuage de points. Point scatter. Et à chaque fois, je veux qu'en X, on ait la fatigue, qui sera comparée en Y avec le marqueur qui passera dans la boucle. Ici, en X, je suis sûr d'avoir fatigue, donc je peux dès à présent fixer les limites de X qui iront de 0 jusqu'à 10. Je peux également ajouter un label
qui va être donc fatigue, évidemment. Et ici, dans ma condition pour fixer les limites, cette fois-ci, ça passe plus en X, mais en Y. Et finalement, après cette boucle, on peut donner un label en Y qui vaudra M. Et finalement, le titre, on va s'en séparer, on n'en a pas besoin. J'ai donc bien mon subplot avec chaque X de chaque graphique, la fatigue, et en Y, la comparaison avec les autres marqueurs. Et grâce à ce subplot ou cette mosaïque, on peut déjà un peu observer les relations qu'il peut y avoir entre certains marqueurs, et éventuellement émettre des suppositions de corrélation plus ou moins fortes entre ces deux marqueurs. On va juste faire un dernier subplot sur les relations, en utilisant une autre représentation graphique qui peut donner un visuel sympa. Au lieu de scatter, on va appeler hist2d, pour histogramme 2 dimensions. Ce qui veut dire qu'il va faire la représentation d'un histogramme en 2 dimensions pour chacun des deux marqueurs, en X et en Y. Alors ici, c'est pas très élégant, car on a le style Seaborn qui vient s'y ajouter, et les couleurs par défaut sont une palette de gris, noir, blanc. Donc on va d'abord remettre le style par défaut. Et dans histogramme 2D, on va lui passer l'argument qui est CMap, pour color map. Et ici, il y a toute une liste qui existe que vous pouvez trouver dans la documentation qui vont vous donner une palette de couleurs. Si vous ne voulez pas vous embêter à aller dans la documentation, vous mettez n'importe quoi ici. Vous aurez une erreur vous indiquant que nimp n'est pas valide pour l'argument CMap. Et ici, il va vous retourner toute une liste. Et nous, on va aller chercher blues, qui va nous donner une palette de bleu. Donc ici, on est sur une représentation d'histogramme de dimensions. Donc ça joue sur la notion de densité. Et vous pouvez noter que là où les couleurs sont le plus foncées, c'est là où il y a le plus de points. Alors maintenant, on va s'intéresser à une deuxième approche pour faire de la visualisation avec Matplotlib. Cette approche, elle est appelée OPP en anglais pour Orienting Object Plotting. Donc c'est une approche orientée objet. Avant de commencer, je vais juste aller rechercher le style qu'on avait utilisé, donc Seaborn V08. Et donc cette approche orientée objet, il y a aussi un cycle à respecter. Ce cycle, il sera tout le temps terminé par show. Et cette fois-ci, première chose qu'on va appeler, ça va être plt.subplot, cette fois-ci avec un S. Et donc ce plt.subplot, il va nous retourner deux objets, qui va être fig et ax. Alors en soi, ces deux-là, vous les appelez comme vous voulez, mais dans les bonnes pratiques Python, on les appelle fig et ax. Donc fig et ax, qu'est-ce que ça va représenter? Alors fig, ça va être finalement la feuille blanche, et ax, qu'est-ce qu'il y a sur cette feuille blanche? Donc on va pouvoir reprendre les figures qu'on a fait en utilisant cette approche orientée objet. On va initialiser donc un graphe, et dans ce plt subplot, je peux passer, comme avec plt figure, l'argument figSize. On va toujours rester sur du 8 par 4. Je n'oublie pas mon plt show. Et maintenant, quand je vais vouloir ajouter un type de graphe, je vais devoir l'appliquer à ax. Je n'ai plus besoin d'appeler plt. Donc là, on va reprendre notre suivi de la fatigue. Donc j'appelle bar, je passe en abscisse mes dates de séance, et en ordonnée les valeurs de ma fatigue. Voilà, déjà très simplement, ça a pu me représenter ce que je voulais. Maintenant, on va passer un peu aux améliorations. Donc commençons par les axes X et Y. On va toujours utiliser AX pour appliquer ces améliorations. Donc là, je voudrais refaire les limites de Y. Donc j'appellerai xlim et je passerai donc mon tuple qui irait de 0 à 10. Donc vous voyez ici que j'ai une erreur, que la fonction xlim n'est pas applicable à un axe, donc à xes. La différence avec cette approche orientée objet, c'est qu'il va falloir souvent mettre 7 sur toutes les fonctions qu'on avait vues en utilisant l'approche simple. Cette fois-ci, c'est bon. Et donc, si je veux placer un label à cet axe, il va falloir que je passe 7, y, label. Et je vais pouvoir lui attribuer la fatigue. J'ai bien amélioré mon axe des Y comme je le souhaitais. Maintenant, on va s'attaquer à l'axe des X où ça va être un peu plus complexe. Ici, moi, je voudrais modifier mes labels qui soient plus petits et qui soient orientés d'une façon différente pour que ce soit plus lisible. Pour cela, on va appeler set toujours, et cette fois-ci, on va écrire x tick labels. Et donc dans cette fonction, on va d'abord passer un premier argument qui va être de lui donner une liste des labels qu'on veut donner. Mais moi, je veux récupérer ceux déjà existants. Donc pour cela, on appelle toujours à x, et on va lui passer la fonction get x tick labels, ce qui va finalement me permettre de récupérer les labels déjà existants à la création de la visualisation. Et on va pouvoir passer les arguments qu'on connaît déjà, de rotation et de font size pour la taille.
on va finalement pouvoir attribuer un label à cet axe, donc la date, et pour finir, notre titre, toujours sur AX, donc set title cette fois-ci, suivi de la fatigue. Donc ici le warning on peut l'ignorer, lui quand on vient appeler ici getTixLabel, il veut qu'on passe par une étape précédente mais qui n'est pas nécessaire, ça n'impactera pas le graphique. Et donc ici vous voyez j'ai bien mon titre, mes axes avec mes dates qui ont été tournées et finalement un label pour cet axe de date. Maintenant on va voir comment faire les subplots à partir de cette approche orientée objet. L'initialisation sera toujours la même, fig et AX, on appelle plt subplots et on finit par plt show. Dans cette fonction subplots, pour faire des subplots, il va falloir donner deux arguments. Ici, on va faire 2 par 2 pour dire je veux 2 lignes, 2 colonnes, comme on l'avait fait auparavant. Et cette fois-ci, pas besoin de troisième argument pour dire sur quel subplot on va travailler. Ici, je vais juste donner figSize, auquel on va attribuer 16 par 7 cette fois-ci. Et donc là, pour aller chercher chaque subplot, on va devoir indexer sur AX. C'est-à-dire que j'aurais pu écrire fig, et là, je sais que j'aurais eu 4 graphes. J'aurais pu appeler AX1, AX2, AX3 et finalement AX4. Si vous souhaitez les appeler comme ceci, il faut absolument les passer entre parenthèses. Donc ici, vous voyez, c'est jouable parce que j'ai 4 figures, mais si vous vous retrouvez à vouloir faire un subplot à 10 figures, ça devient un peu long à rédiger. Donc on peut garder cette première approche que j'ai faite, et pour appeler nos graphes, on va toujours passer par AX, et cette fois-ci, on va devoir passer de l'indexing. Alors ici, si j'étais sur un subplot à une ligne avec, disons, 4 graphes, j'aurais juste eu besoin de passer un élément d'indexing, en commençant par 0 pour le premier subplot. Mais ici, je suis sur 2 lignes, donc il faut que je passe 2 arguments. Le premier, c'est la ligne, et le deuxième, ce sera la colonne. Donc ici, dans les cas de l'approche orientée objet, cette fois-ci, on commence par 0. Donc, comme je m'intéresse tout d'abord à faire mon subplot qui va se trouver en haut à gauche, donc première ligne, première colonne, je passe 0, 0. Et à partir de là, on peut reprendre comme on avait vu auparavant. Je vous ai épargné toute l'écriture pour coder la visualisation, mais vous connaissez, c'est ce qu'on a déjà fait auparavant. Donc ici, j'ai bien mon graphique en barre, ma courbe pour la tendance, et finalement ma ligne, seuil de médiane, et j'ai fait apparaître ma légende, j'ai modifié mes axes, et finalement ajouté un titre. On pourrait déjà exécuter ça. Et donc on voit bien que j'ai réalisé le graphe qui se trouve en haut à gauche, donc l'index 0, 0. Donc on va pouvoir faire les autres. Pareil, je vais vous sauter la rédaction du code. Je me retrouve bien avec mon subplot, avec en haut le suivi de ma fatigue et de mon intensité max. En bas à gauche, j'ai la distribution de mes deux marqueurs, et finalement en bas à droite, la relation entre ces deux marqueurs. Donc, pour remontrer le code, donc les deux premiers sont vraiment similaires, la seule différence c'est que j'appelle la fatigue et ici l'intensité max. Pour mon boxplot, je l'ai réalisé ainsi, et finalement, pour mon scatterplot de relation, vous voyez que c'est très semblable à l'approche simple, il y a juste cette histoire de set qu'il faut ajouter quand on améliore nos axes, et ici l'indexation sur AX pour avoir le bon subplot qu'on veut créer. À présent, on va voir la notion de share X et Y, c'est-à-dire qu'on va partager les axes X et Y sur notre subplot. Donc pour cet exemple, je vais reprendre le subplot où on avait la relation entre tous les marqueurs avec le marqueur de fatigue. On va faire l'initialisation de notre figure avec l'approche orientée objet. Donc ici, je vais mettre sur 2 lignes et comme avant, on veut une valeur intégrale de la longueur de notre liste de marqueurs divisé par 2 et on veut une taille de figure qui va être de 20 par 8. Donc pour chaque marqueur dans la liste de marqueurs, on va vouloir faire un nuage de points donc entre la fatigue et le marqueur qui apparaît dans ma boucle. Donc maintenant ici, il va falloir que je puisse indexer au bon endroit pour avoir le bon subplot que je veux créer. Pour cela, il va falloir initialiser deux valeurs avant ma boucle qui vont être R pour row ou ligne et C pour colonne. Les deux, je vais leur donner une valeur de 0 et 0 pour qu'on puisse commencer à la première étape de la boucle, à l'indexation 0, 0, finalement avoir le subplot le plus à gauche et en haut de mon graphique. Et donc ces valeurs de R et C, je peux les donner ici. Maintenant ce graphe, je veux l'améliorer légèrement, donc je l'appelle toujours au bon index, et on va set xlim de 0 à 10. Et comme on a vu avant, si m n'est pas égal à la durée, on va également setter les limites sur y. Et finalement, donner un titre, qui va être le marqueur dans la boucle.
Maintenant, dans ma boucle, il va falloir que je fasse évoluer ces valeurs R et C pour pouvoir attribuer de bonnes valeurs pour indexer au bon moment dans mon subplot. Donc, tout d'abord, on va vouloir garder R pour 0 jusqu'à ce qu'on finisse la ligne. Donc il y a un moment où on va toujours vouloir ajouter 1 à C. Mais finalement, quand C va avoir la valeur de 4, qui va correspondre au dernier subplot de notre première ligne, il va falloir le réinitialiser à 0. On va commencer par une boucle if qui va nous dire si dans la boucle, il se trouve que C égale 4, eh bien on va pouvoir passer à une ligne supplémentaire. Donc cette fois-ci, R, on peut lui ajouter 1. Et il faut également réinitialiser C à 0. Je donne une valeur de 0 à C. Et donc pour ajouter plus 1, tant que C ne vaut pas 4, il va ajouter 1 à C. J'ai donc bien mon graphe ici. Maintenant, on va pouvoir voir la notion de ce chapitre qui est le partage des axes. Donc, on va faire le premier. Et donc ce partage des axes, il se passe ici dans PLT subplot à l'initialisation de la figure. Cet argument, il s'appelle char x. Finalement, facile. Et on va lui donner une valeur de vrai, qui par défaut est fausse. Et donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai demandé à partager l'axe des x, on voit que l'axe des x apparaît sur la dernière ligne, mais que sur les lignes du dessus, donc ici par défaut juste une ligne, il n'y a plus l'axe des x qui apparaît. Car on a souhaité partager cet axe, donc on part du bas et on remonte jusqu'en haut avec le même axe. Il en serait de même avec l'argument char y pour partager finalement l'axe des y. Et il se serait passé la même chose, on aurait laissé l'axe le plus à gauche qui se propage sur tous les graphiques jusqu'au bout. Donc si vous voyez que sur durée ça n'a pas bien marché, ça a fait disparaître tous les points car lui n'a pas une échelle qui va de 0 à 10. Donc on va revoir ou voir quelques derniers graphiques qu'on peut réaliser avec cette approche orientée objet. Donc le premier, on va revoir comment faire un donut chart et ajouter quelques informations. J'initialise ma figure. Je lui donne une taille qui va être de 4 par 4. Et on finit par PLT show. Donc ici, je n'ai qu'une figure, donc j'appelle à x, j'appelle pi, je lui passe toujours, comme précédemment, mes deux valeurs qui viennent se compléter pour faire 100. Je viens lui passer une liste de couleurs qui va correspondre à chaque proportion. Je veux qu'il aille dans le sens des aiguilles d'une montre et je veux que le start angle soit à 90. Et finalement, on veut mettre notre trou au milieu pour avoir un donut. J'ai donc bien le même donut que précédemment. Maintenant, pour l'améliorer, je voudrais ajouter du texte au milieu qui va me donner finalement le pourcentage de cette barre verte. Pour cela, on appelle toujours à x et on va appeler la fonction texte. Ici dans texte, les deux premiers arguments vont être les coordonnées de là où on veut placer le texte. Donc en premier x et en deuxième y. Donc on pourrait lui donner 0, 0 pour que ce soit au centre. Deuxième argument va être le texte. Donc moi, je veux mettre 85%. Et on va lui donner deux arguments qui sont AH center pour dire qu'on veut le centrer horizontalement et VA center également pour dire qu'on veut également centrer verticalement. On va changer la taille, on va lui donner font size de 14, que ce soit quand même assez grand. Font weight pour le dire bold pour dire qu'on le veut en gras, qu'il le ressorte mieux. Et finalement, une couleur, on va reprendre le light green. Et ici, j'ai bien mon texte qui a été ajouté. Donc ici, il n'a pas l'air hyper centré, donc moi, j'y vais à tatillon, et ici, j'aurais ajouté plutôt, et ici, on aurait ajouté plutôt 0.05. Et là, le 85 a quand même l'air un peu plus centré. On va passer à la zone. Disons qu'on fait toujours le suivi de notre fatigue et qu'on veut faire ressortir une zone ou une période à l'aide d'une barre verticale pour faire ressortir cette zone comme une période qu'on aurait identifiée à risque ou à la baisse ou autre. J'initialise donc ma figure. Je commence par faire apparaître les valeurs de fatigue selon la date. Donc, je vous ai encore une fois épargné le code de la figure, vous commencez à comprendre comment on la réalise. Donc ici, pour l'instant, j'ai bien mon suivi de la fatigue avec les valeurs brutes à chaque jour, plus ma tendance. Maintenant, je veux une zone. Je voudrais mettre cette zone entre ces dates-là et ces dates-là. Alors, pour faire cette zone, on va appeler AXVSpan, donc V pour vertical. Et ici, on va lui passer les deux premiers arguments qui vont être les bornes sur l'axe X, sur lequel on veut voir apparaître ce span ou cette zone.
Ici, mon X, c'est des dates, donc je veux que ce soit entre 2020, 07, 27 et 2020, 07, 31. Maintenant, on va lui donner la couleur qu'on veut à cette bande. Donc moi, face color, on va lui donner couleur rose. On peut jouer sur l'opacité avec alpha pour que ce soit plus transparent. Donc je vais lui donner une valeur 2.6 et je vais vouloir refaire sortir l'encadré de cette zone. Donc on va jouer sur l'argument edge color sur lequel on va donner la valeur rouge pour avoir une couleur rouge et finalement un label qu'on pourrait nommer période basse ou autre selon ce que vous voulez identifier. Et j'ai donc bien mon AXVSpan qui m'a permis de faire une bande verticale pour identifier une période ou une zone que je voulais mettre en valeur pour souligner ce que je voulais identifier, comme ici par exemple très simple, une période basse. Alors maintenant, on va passer à une partie amélioration avec cette approche orientée objet. Alors, tout d'abord, on va remettre les styles par défaut. Donc là, j'ai fait un copier-coller du graphe qu'on a fait précédemment et c'est sur celui-ci qu'on va jouer un peu sur les améliorations. Alors tout d'abord, on va revoir comment mettre une couleur de fond autour du cadre et dans le cadre. Donc il y a toujours cet argument face color. Donc on n'oublie pas le hashtag F1C40F. Là j'ai bien l'extérieur de mon encadré, disons, qui a été coloré. Et si je veux faire l'intérieur, je vais devoir l'appliquer sur AX. Et je vais appeler set face color. Et ici je passe mon code couleur, donc soit en texte, soit ici au format Xcode. Et bien tout mon graphique qui a été coloré avec ce fond doré. Maintenant, on va s'intéresser à retirer ce cadre noir ici. Pour cela, ça se passe toujours avec AX et on va appeler spines. Et maintenant, spines, il va falloir lui ouvrir les brackets et lui passer une information. Cette information, ça va être de lui dire dans un premier temps lequel des quatre je veux. Est-ce que je suis de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas. Donc, par exemple, je veux retirer celui d'en haut, ce serait top. Et ici, j'appelle set visible et je lui passe faux. J'ai donc bien celui du haut qui a été retiré. Donc ici, vous imaginez bien que les autres noms, ça va être bottom pour celui du bas, left pour celui de gauche et right pour celui de droite. Mais si on souhaite les retirer tous d'un coup, on peut faire comme ceci. On appelle toujours spines et ici, on a juste à lui passer 2 points pour lui signifier que je veux tous les spines et je les set visible faux. Je vais juste commenter celui-là et j'ai bien tout le cadre qui a disparu. Maintenant, on va s'intéresser aux ticks. Donc les ticks, pour rappel, c'est ces petites barres, plus les informations qui sont liées à ces petits tirets. Donc ça va toujours se passer sur X. On va appeler tick params, et on va pouvoir jouer sur leur longueur. Donc si je veux les faire disparaître, je vais leur donner une longueur de 0. Et vous voyez qu'ici, mes petits tirets ont disparu. Si on veut jouer sur un seul des axes, il aurait fallu aussi donner l'argument axis, et lui donner au format texte soit X, pour l'axe des X, ou Y, pour l'axe des Y. Maintenant, je voudrais carrément faire disparaître ces labels. Ça va toujours se passer avec AX, et on va lui appeler set X tick labels. Finalement, cette fonction, on l'a vu, et pour rappel, le premier argument, ça doit être une liste de labels qu'on veut mettre. Donc là, comme je ne veux rien mettre, j'ai juste à mettre une liste vide. Et ici, vous voyez bien que mes labels en axe X ont disparu. Et si on veut faire sur Y, c'est la même chose, il y a juste à remplacer le X par le Y, et ici, tout a disparu. Alors pour simplifier la vie, il existe même une fonction, avec un seul appel, on peut effacer tout ça. Donc, tout d'abord, on va commenter tout ça pour refaire apparaître notre figure initiale. Et donc, cette fonction qui permet de tout faire disparaître en une ligne, ça se passe encore une fois sur AX, et on va faire set axis off. Et ici, je me retrouve bien avec tout qui a disparu. Mon cadre, mes valeurs de label sur les deux axes X, et finalement les ticks, donc les petits tirets, de mes axes. Et on arrive au dernier point de ce tutoriel pour enregistrer ces graphiques. Parce que finalement, quand on les a réalisés, on va pas faire une capture d'écran. On va pouvoir les enregistrer dans un dossier. Alors pour commencer, je vais me remettre le style qu'on avait utilisé, le Seaborn. Et ici, le premier enregistrement, on va le faire avec la méthode classique qu'on a vue au début du cours. Donc, je vous ai refait un copier-coller du graphe. Donc, c'est le subplot où on suit la fatigue et l'intensité max et on a la distribution de ces deux marqueurs, comme ceci. Et donc, pour l'enregistrer avec l'approche simple, il faut écrire avant PLT show, plt.savefig. Et ici, comme on l'avait vu
Dans le tutoriel sur Panda, il faut lui donner le nom, voire même le chemin, si on veut aller l'enregistrer dans un sous-dossier. Sans oublier que quand vous êtes dans votre script, lui, il part de là où il est. Donc là, si j'enregistre juste en plaçant un nom, il viendra l'enregistrer ici, au même titre qu'il a enregistré les différents fichiers CSV. Et on va le nommer rapport, fatigue, intensité max. Et on va par exemple ici, on est en novembre 2024, on mettrait le mois et l'année. Et il y a un argument qu'on peut passer dans PLT SaveFig. On va l'enregistrer une deuxième fois pour voir les différences. Et cet argument, c'est bbox inches et on va lui donner une valeur de tight. Donc pour voir la différence, je vais les nommer différents. Donc ici, on va l'appeler bbox. J'exécute. Donc vous voyez ici, j'ai mes deux graphes qui se sont créés. Donc par défaut, ils ont été enregistrés au format PNG. Donc ici, j'ai mon format normal. Et donc ici, le format avec l'argument bbox inches. Avec cet argument, en lui passant la valeur de tight, il va utiliser vraiment tout l'espace, disons, de la feuille qu'on a initialisée en début de code. Maintenant, sur l'approche orientée objet, ça se fait un peu différemment. Pareil, j'ai recopié le code d'un graphe qu'on a déjà réalisé, donc celui-ci. Et cette fois-ci, pour l'enregistrer, on peut aller après PLT show et on va devoir appeler fig cette fois-ci. Et donc, toujours save fig. On va l'appeler un peu différemment pour pouvoir les retrouver. Juste suivi 11, 20, 24. Et finalement, avec le deuxième argument, toujours pour vous montrer, j'ai ici mes graphes qui ont été enregistrés toujours au format PNG. Donc ici, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de blanc autour. Et ici, du coup, avec l'argument bbox_inches, eh bien, on a optimisé l'espace pour essayer d'en utiliser le plus possible. Donc c'est ainsi qu'on finalise ce premier tutoriel sur la thématique de la visualisation, donc une première librairie, Matplotlib. Donc c'est vraiment celle de base qu'il faut connaître. Donc vous voyez qu'on est resté quand même sur des graphes assez simples. Vous pouvez aller explorer la documentation pour voir toutes les améliorations que vous pouvez apporter à vos graphiques. Vous pouvez même aller rechercher sur internet les super visualisations Matplotlib où vraiment tout est possible, il n'y a vraiment pas de limite. Ça veut faire par contre des codes assez conséquents, mais vraiment tout est possible en représentation graphique avec Matplotlib. Et sur le prochain tutoriel, on va faire une deuxième librairie qui nous permet finalement de faire la même visualisation, mais avec moins de code. C'est-à-dire que toutes ces lignes d'amélioration et d'optimisation des axes, des orientations, des couleurs, etc., ça tient dans une ligne de code avec cette librairie. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Vous avez tous les liens dans la description. Toutes questions ou remarques sont bonnes à prendre en commentaire. Et sur ce, à la prochaine. Bye.